Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont adressé une correspondance au président de l'Assemblée nationale pour lui demander de convoquer le bureau demain mercredi 27 août 2014 à 10h. Passé ce délai, les membres du bureau signataires de la présente lettre se réuniront et dans quelles conditions les membres du bureau peuvent convoquer une réunion. Élément de réponse avec Hassan Saleh Mustafa. 7 membres sur 15 du bureau de l'Assemblée nationale ont adressé une correspondance au président de l'institution en vue de demander la convocation du bureau de l'Assemblée nationale pour ce mercredi 27 août 2014 à partir de 10h. Cette lettre fait suite à la requête du gouvernement tendant à l'application de l'article 88 alinéa 4 de la Constitution 9 de la loi 2011-2013 portant statut du député, 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de l'article 18 du dit règlement qui stipule que le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni sur convocation 15 jours pendant des sessions. Ainsi, les choses se précipitent à l'Assemblée nationale où entre le 25 et le 26 août 2014, 5 correspondances ont été adressées à l'Assemblée nationale par le gouvernement et les membres du bureau et au gouvernement et à la Cour constitutionnelle par le président de l'Assemblée nationale. Et puis revenons sur le processus d'arrestation du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Des échanges de correspondance ont eu lieu ce 26 août 2014 entre l'exécutif et le président de l'Assemblée nationale. Un aperçu de ces lettres dans ce résumé de Ibrahim Tikiri. Un nouvel épisode dans l'affaire dite des bébés importés. Il s'agit d'un échange de correspondance entre l'exécutif et le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, sur la levée d'immunité du président du Parlement nigérien. Premier acte, la lettre du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, adressée au ministre de la Justice, dans laquelle le juge demandait au ministre garde des Sceaux de bien vouloir saisir le gouvernement d'une requête au fin d'autoriser l'arrestation du député Hamamadou par le bureau de l'Assemblée nationale. Troisième acte, la correspondance du Premier ministre adressée au bureau de l'Assemblée nationale dont l'objet comporte l'examen d'une requête du ministre de la Justice concernant le député Hamamadou. Le gouvernement, après examen du document et sur la base des articles 88 alinéa 4 de la Constitution 9 de la loi numéro 2011 du 20 juillet 2011 portant statut de député, 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, demande la mise de l'intéressé, le sieur Hamamadou, à la disposition de la justice par le bureau de l'Assemblée nationale. Quatrième acte, la réponse du président de l'Assemblée nationale adressée au Premier ministre, dans laquelle Hamamadou attire l'attention de l'exécutif sur le fait qu'en l'état actuel du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la mise en œuvre de cette procédure est inopérante. Cinquième acte, la lettre de recours en interprétation et en application de l'article 88 de la Constitution adressée par le président de l'Assemblée nationale à la présidente de la Cour constitutionnelle. Sixième acte, la lettre des membres du bureau de l'Assemblée nationale au président de l'institution qui demande la convocation du bureau pour le mercredi 27 août 2014 à partir de 10h. Septième acte, en réponse à la demande de ses collègues, le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, rappelle que les membres du bureau n'ont pas le pouvoir pour indiquer l'heure du jour de la réunion et fixer l'heure de celle-ci. Hamamadou précise que son recours à la Cour constitutionnelle éclairera sur la procédure à suivre pour l'examen de la requête du gouvernement. Voilà la substance des correspondances entre l'exécutif et le président de l'Assemblée nationale concernant la levée d'immunité du député Hamamadou. Affaire à suivre. Par rapport au processus d'arrestation du président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, son avocat Maître Souley Oumarou a animé un point de presse cet après-midi pour éclairer l'opinion nationale. Un extrait de ce point de presse de Maître Souley avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. La grave décision d'adresser au ministre de la Justice et à l'intention du bureau de l'Assemblée nationale du Niger une requête tendant à l'arrestation de M. Hamamadou, président de l'Assemblée nationale. Et il motive sa décision par le fait qu'un certain nombre de poursuites ont été engagées contre son épouse et ils ont déduit que nécessairement
il est concerné, il est impliqué, il est coupable ou présumé coupable des faits qui sont reprochés à son épouse. Et c'est ainsi que le 25 août, c'est-à-dire hier, Madame Sani Mariama Moussa, assurant l'intérim du ministre de la Justice, a adressé justement une requête pour demander la même chose que le procureur de la République à l'intention des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Or, vous savez, en la matière, les textes que vous allez voir sur le rôle des bureaux de l'Assemblée, c'est que le président de séance, le président du bureau de l'Assemblée nationale, n'est autre que le président de l'Assemblée lui-même. Et la lettre qui a été adressée par le Premier ministre Brigitte Benafini, elle est adressée au bureau de l'Assemblée nationale, entre parenthèses, tout membre. C'est ainsi que cette lettre-là a été reçue par la plupart des députés de l'Assemblée nationale, membres du bureau, du moins, et singulièrement les députés de la majorité, qui ont fait ce soir une réunion qui a été donc encadrée par des forces de l'ordre, sous prétexte que c'est pour empêcher que la réunion soit perturbée. Et c'est ainsi qu'en violation même des textes du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dit que c'est le président qui convoque et qui préside les réunions du bureau. En ce qui concerne la réunion d'aujourd'hui, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a réuni les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale, président de la majorité. Maître Souleymorou, avocat de Hama Amadou, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal-là. Une liberté provisoire est accordée aux 6 militants du parti Lumana arrêtés après la manifestation des scolaires en avril dernier. Leur dossier a été déclaré vide par la cour d'appel de Niamey. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Arrêtés au lendemain d'une manifestation violente des scolaires nigériens le 20 mai dernier, les militants du parti Lumana au nombre de 6, dont Soumana Sanda, Oumar Mouni Dogari et Abdurrahman Saïdou ont été libérés ce mardi. Une liberté provisoire après 3 mois 5 jours de détention. On les accusait de tentatives de déstabilisation du régime en place. Après une première décision du tribunal de grande instance, la cour d'appel de Niamey vient de déclarer le dossier vide à la grande satisfaction de la défense. La chambre d'accusation vient de confirmer l'ordonnance du premier juge. Qu'est-ce que le premier juge avait dit? Parce que vous savez que le juge d'instruction, près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, avait déjà ordonné leur mise à liberté provisoire. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est sur l'appel du procureur du parquet qui n'était pas d'accord avec l'ordonnance du premier juge. Donc la chambre d'accusation, juridiction d'appel à la matière, s'est prononcée ce matin et a confirmé l'ordonnance du premier juge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la chambre d'accusation a ordonné leur mise à la liberté provisoire. C'est vraiment une joie immense, comprenez-moi, mais je dirais, je remercie encore la justice. Je ne doutais pas d'ailleurs, parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, notre parapluie, aujourd'hui, c'est la justice. Et il faut que les gens le comprennent. On ne peut pas fabriquer des dossiers et vouloir se servir de la justice. La justice ne va jamais accepter cela. Et je n'ai jamais douté, parce que c'est un dossier que j'ai suivi dès les premières heures. Je sais que c'est un dossier vide qui ne méritait d'ailleurs même pas toute cette procédure. Mais le juge d'instruction qui a en charge du dossier, il a examiné, il a décidé en son âme et conscience que ces gens ne méritent pas de garder de prison. Et c'est dans cette droite ligne qu'aujourd'hui la Chambre s'est prononcée. L'instruction continue en première instance au niveau du TGI. Les actes d'instruction, le juge sont en train le dossier est presque bouclé et il va rendre la dernière décision, certainement qui ira, je présage, en faveur du non-lieu. Ok, c'est que mon espoir. Les 6 détenus du parti Lumana ont été répartis dans les prisons civiles des localités des régions de Niamey et de Tillabéri. L'arène de lutte traditionnelle de Zander a servi de cadre pour un meeting organisé par Omar Hamidou Tchana du Modern FA Lumana. Un meeting pour parler de la vie du parti depuis la formation du gouvernement de large ouverture l'an dernier. C'est un élément de nos confrères de la télévision Dunia.
Ce meeting, placé sous le haut patronage de l'Adan Tchana, est un cadre de retrouvailles entre les militants de l'Umana Africa de tout le pays. En effet, ils étaient plusieurs centaines de militants à prendre part à ce grand rassemblement. Toutes les délégations régionales, communales du pays ont pris part à ce meeting géant. En prononçant son discours, l'Adan Tchana s'est beaucoup apaisanti sur les divergences et divisions qui règnent au sein de l'Umana depuis la création du gouvernement d'union nationale par le président de la République. Il a par la suite rappelé les raisons de son adhésion au gouvernement d'union nationale. La division de notre parti, qui était certes un secret de polichinelle, est apparue au grand jour du fait et de la volonté de son président. En effet, ces nombreuses tentatives de déstabilisation des coordinations régionales, et particulièrement celle de Tillabéri, puis de médiaté du gouvernement, ont fini par convaincre les plus optimistes de mes partisans. Le soi-disant congrès extraordinaire du 5 avril 2014, qui a, semble-t-il, exclu plusieurs présidents de coordination régionale, est la parfaite illustration des mots de notre parti. Nous vous demandons par conséquent de mettre dans tous les villages, dans tous les quartiers, les comités de base afin de nous préparer aux perspectives de congrès ordinaire auquel nous devons présenter un candidat pour délivrer le modèle parlementaire africain de son mandat. Je suis conscient que nous devons dès à présent nous atteler à la préparation des élections à venir, car ce sont nos résultats aux prochaines élections qui forgeront le respect de nos partenaires. Nous sommes impressionnés par le sérieux de notre engagement militant. Nous sommes plus que jamais convaincus de partager cet engagement commun avec vous, celui de voir notre parti, le modèle informalement africain. C'est ici au firmament des partis qui marquent leur grandeur par la cohésion, l'union et la solidarité de ses membres. Vous avez raison, et ainsi que vous l'avez toujours dit. Nous sommes au XXIe siècle. En 2014, un parti politique ne peut être une secte dans laquelle la parole du goût est indiscutable et ses mensonges incontestables. Comme vous le remarquez, cet engagement commun est inspirant au-delà même de notre formation politique. Auparavant, les différents responsables des structures régionales ont pris la parole. Chacun de son côté a réaffirmé son soutien à l'Adan Tchana et au-delà, le président de la République, chef de l'État. Ils ont pris l'engagement de continuer à soutenir sans réserve le programme de renaissance de son Excellence Mamadi Issou. Journée de sensibilisation ce matin organisée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique à l'intention des fournisseurs nigériens sur l'initiative pour l'approvisionnement local des forces américaines au Niger. Le compte-rendu de Memouna Daouda et Chebou Guisso. Informer les fournisseurs potentiels nigériens sur les critères et les procédures relatives à l'obtention de contrats pour l'approvisionnement des forces américaines au Niger, tels sont entre autres objectifs de cette rencontre initiée par le gouvernement des États-Unis et l'ambassade américaine à Niamey à l'endroit des opérateurs économiques du Niger. Les Américains veulent travailler avec les fournisseurs nigériens. Vous savez qu'ils ont des militaires ici qui sont à la charge de l'État américain. Donc au fur et à mesure, ils ont vu qu'il y a un coût très cher de faire des importations au niveau des États-Unis pour amener au Niger. Or, il y a des fournisseurs nigériens. Donc ils ont décidé de nous faire part pour qu'on échange avec eux, voir dans quel contexte pouvoir les approvisionner. Comme vous le savez, ici, ils ont trop d'exigences, eux, les Américains. Ils veulent des marchandises de qualité. Or, vous savez ici que la majorité ne font pas trop la qualité compte tenu de la population qui aime trop les choses moins chères. Donc, nous avons dit qu'on peut fournir leurs militaires qui sont là, on peut signer des contrats avec eux pour travailler avec eux ensemble. Les marchandises qu'ils veulent par rapport à l'alimentation et par rapport au matériel de construction, par rapport aux travaux publics, par rapport à la logistique aussi.
L'obtention de contrats avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique exige plusieurs règles et un processus à suivre. Il y a deux systèmes d'accès à ce marché. Donc ce sont ces deux systèmes-là qui sont en train de nous expliquer. Donc d'abord, conformément, il faut vous conformer par rapport à la réglementation nigérienne. Deuxièmement, il faut avoir un numéro de mail, un numéro de téléphone, et il y a un site qui est disponible. Donc dans ce site, vous allez vous inscrire, c'est gratuitement. Et lorsque votre candidature a été retenue, il y aura un appel d'offres. Et l'appel d'offres, c'est sans frais. Et lorsque vous finissez l'appel d'offres, c'est en ce moment que si vous êtes adjudicateur, on va vous attribuer le marché. Mais sur le marché, il n'y aura pas d'avance. Mais l'entreprise retenue va au fur et à mesure obtenir des fonds. Lorsque on vous demande de construire et que les matériaux de construction sont sur le terrain, on peut vous faire une petite avance. Notons que cette rencontre de sensibilisation et d'information à l'endroit des fournisseurs nigériens permettra sans nul doute d'outiller ces derniers sur le partenariat entre le Niger et le gouvernement américain. Autre aspect de ce journal, lancement ce matin au Palais du Congrès de la 4e édition de la Semaine des scolaires nigériens. Cette rencontre qui durera 4 jours est placée sous le thème rôle du scolaire nigérien dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale pour un développement socio-économique, politique et culturel. Le compte-rendu de Ibrahim Abdou et Nasser Dantoufou. Faire le bilan des activités de l'année écoulée, examiner toutes les difficultés possibles susceptibles de constituer un blocus à la rentrée académique 2014-2015 sont entre autres les points à l'ordre du jour de cette 4e édition de la Semaine des scolaires nigériens. Cette semaine se veut également celle qui nous guidera à bien baliser nos actions afin d'être beaucoup plus efficaces et utiles à ceux-là que nous dirigeons. Au-delà de la nation nigérienne, soyons alors capables de bien poser nos problèmes. Car au cours de cette semaine, nous aurions à suivre une formation de 3 jours dans un atelier, outre les communications importantes qui y sont liées et les autres activités sportives et connexes. Aujourd'hui, il est question pour nous de nous soucier du sort de nos petits frères qui quittent le banc à partir de l'école primaire sans aucun repère. Notre souci devrait être orienté à comment améliorer la qualité de l'enseignement au regard des résultats catastrophiques de 26% au BPC cette année. C'est le lieu d'encourager la volonté de créer les facultés de sciences de l'éducation qui ouvriront leurs portes à Tawa et Zender dès la rentrée prochaine en vue de la formation des enseignants des collèges et lycées. De lutter pour que nous soient enseignants qui les veulent mais qui les méritent. C'est le moment également de faire notre propre diagnostic, notre propre mea culpa, envie de situer notre responsabilité dans cette situation. Placé sous le thème central, rôle du scolaire nigérien dans la consolidation de la paix et l'unité nationale pour un développement socio-économique, politique et culturel, le recteur de l'université Abdou Moumouni Diofo, parent de cette 4e édition, situe l'importance du choix de ce thème. Ce thème, dis-je, est très illustratif d'un souci largement partagé, bien au-delà de votre milieu, celui de voir œuvrer en citoyen exemplaire et équilibré à l'amélioration qualitative et quantitative de la situation socio-économique et politique de notre pays. Cela prouve, du reste, que vous avez si bien compris le rôle moteur qui vous est à juste titre dévolu dans le dispositif national. En effet, ne nous voilons pas à la face, vous êtes quelquefois considéré, à tort ou à raison, comme un milieu subversif, une sorte de no-man's land, voire un État dans un État, un milieu de préoccupations majeures de notre société. En ce qui me concerne, et je suis convaincu
C'est sans doute aussi le cas pour la majorité d'entre nous que les scolaires peuvent être une véritable force de proposition constructive et non un foyer de contestation destructive. Cette semaine des scolaires nigériens, qui durera 4 jours, sera également riche en activités culturelles et sportives. En France, la nouvelle équipe du gouvernement Valls 2 a été dévoilée. Le premier conseil se tiendra demain, mercredi. La France dans une situation politique jamais connue. L'analyse de cette situation avec l'historien enseignant-chercheur PhD Mamoudou Chifou. La première analyse à faire devra tenir compte de la nature du groupe qui est au pouvoir. C'est le Parti socialiste. Mais en France, le Parti socialiste n'est pas monolithique. C'est a priori le courant majoritaire de ce qu'on a appelé le socialisme démocratique, héritier de Jean Jaurès, de René Pleven, bref de l'UDSR. Mais aujourd'hui, le socialisme s'est fractionné. C'est fractionné en divers courants, en diverses sensibilités. Et à l'intérieur du Parti socialiste, naturellement, il y a eu plusieurs courants. Et c'est pour cela que d'ailleurs, à l'occasion des élections présidentielles, à l'université que François Hollande a été élu, il y a eu plusieurs candidats qui ont fini par rallier le camp de François Hollande. Autrement dit, c'est autant de personnalités que de sensibilités politiques. Et ces personnalités tiennent chacune à garder sa spécificité et son autonomie, son caractère d'indépendance. Parce que chacune entend jouer un rôle de l'avenir de la politique française. Aucun ne veut se sacrifier uniquement à cause de François Hollande ou de Manuel Valls. Donc, quand on a un tel nombre de sensibilités, il va de soi que l'approche et l'analyse va différer en fonction de la personnalité politique, en fonction de la sensibilité qu'incarne cette personnalité politique. Il y a la gauche, vraiment à gauche, qui pense, sans être communiste, que tout doit être État, fondamentalement. Il y a la gauche qui pense que l'État ne doit occuper qu'une partie de l'activité politique et de l'activité économique. Il y a les éléments de la gauche qui considèrent que l'État ne doit rien occuper. Et vous avez même des gens qui considèrent que la priorité, même de la vision économique, doit être donnée d'abord à l'écologie. Donc, avec toutes ces différenciations, avec toutes ces sensibilités, des hommes politiques qui entendent jouer un rôle à l'avenir ne veulent pas se laisser brouiller par un mimétisme ou par un silence complice. Surtout que le paquebot français, le paquebot au pouvoir, prend de l'eau de toutes parts. On n'a jamais vu, depuis la naissance de la Ve République, en octobre 1958, on n'a jamais vu un président descendre aussi bas de les sondages. Autrement dit, François Hollande bat le record de l'impopularité politique en France. Manuel Valls, qu'on croyait avoir un minimum de crédibilité auprès des Français, est en train de dégringoler lui aussi. Autrement, c'est toute la gauche qui risque d'aller au naufrage. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal. Je l'ai annoncé, l'avocat de Hama Amadou Maître Souleymorou a animé un point de presse cet après-midi.
Objectif à éclairer l'opinion nationale sur le processus d'arrestation du président de l'Assemblée nationale avec la demande du gouvernement de la levée de l'immunité de Hama Amadou. Très bonne réception. La grave décision d'adresser au ministre de la Justice et à l'intention du bureau de l'Assemblée nationale du Niger une requête tendant à l'arrestation de M. Hama Amadou, président de l'Assemblée nationale. Et il motive sa décision par le fait qu'un certain nombre de poursuites ont été engagées contre son épouse et ils ont en déduit que nécessairement il est concerné, il est impliqué, il est coupable ou présumé coupable des faits qui sont reprochés à son épouse. Et c'est ainsi que le 25 août, c'est-à-dire hier, Madame Sani Mariama Moussa, assurant l'intérim du ministre de la Justice, a adressé justement une requête pour demander la même chose que le procureur de la République à l'intention des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Or, vous savez, en la matière, les textes que vous allez voir sur le rôle des bureaux de l'Assemblée, c'est que le président de séance, le président des bureaux de l'Assemblée nationale, n'est autre que le président de l'Assemblée lui-même. Et la lettre qui a été adressée par le Premier ministre Brigitte Benafini, elle est adressée au bureau de l'Assemblée nationale, entre parenthèses, tout membre. C'est ainsi que cette lettre-là a été reçue par la plupart des députés de l'Assemblée nationale, membres du bureau, du moins, et singulièrement les députés de la majorité, qui ont fait ce soir une réunion qui a été donc encadrée par des forces de l'ordre, sous prétexte que c'est pour empêcher que la réunion soit perturbée. Et c'est ainsi qu'en violation même des textes du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dit que c'est le président qui convoque et qui préside les réunions du bureau. En ce qui concerne la réunion d'aujourd'hui, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a réuni les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale faisant partie de la majorité. Donc il a su cette lettre-là qui normalement devrait être destinée au même titre que tous les députés, comme s'il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Alors ce qui est très intéressant donc de relever, c'est qu'on demande l'arrestation du président de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut l'appeler par son nom, puisqu'ils ont utilisé le terme député. Jusqu'à preuve du contraire, si Hama Amadou est député, il est d'abord président d'une institution nationale, la deuxième personnalité de ce pays, et qu'il a une procédure qui est prévue par les textes en la matière. La première chose que les textes prévoient, lorsqu'il s'agit d'un député, et singulièrement d'un président de l'Assemblée nationale, c'est que c'est le président lui-même. Là, d'abord, la requête est adressée au président de l'Assemblée, qui est le président du bureau, qui réunit donc le bureau dans sa configuration que l'on connaît, opposition comme majorité. Parce que la composition du bureau est indiquée dans les articles 15, n'est-ce pas, du règlement intérieur, article 19 du règlement intérieur, et les articles 53, qui sont également relatifs à l'immunité. Donc la question fondamentale sur l'immunité, ils sont définis par des articles 9 à 11 du statut de député, les articles 52 et 53, n'est-ce pas, du règlement intérieur, et la Constitution, la Sénature 88. Et qu'est-ce que disent ces différents textes-là? Avant de vous arrêter, il faut d'abord que vous soyez poursuivis. À ce jour, le président Hama Amadou n'a pas été poursuivi par quelque juridiction que ce soit. Son nom n'a été cité dans aucune procédure. Comment peut-on autoriser d'arrêter une telle personnalité sans que, alors que la Constitution dit ceci, aucun député ne peut hors session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, sauf cas de poursuite autorisée,
ou sauf cas de condamnation définitive. Donc pour que vous soyez arrêté, il faut que ça soit qu'il y ait un cas de flagrant délit. Là, on n'a pas voté l'autorisation. Lorsque des poursuites ont été autorisées, pour l'instant, on n'a demandé aucune levée de l'immunité d'Hamamadou en vue de le poursuivre. C'est lorsqu'il est poursuivi que maintenant on peut tenir notre requête pour savoir, pour statuer sur une demande éventuelle de détention. C'est deux affaires à part et c'est dans ce qu'on trouve dans l'article 111 du Code pénal relatif à l'attentat aux libertés, qui dit ceci: seront punis d'un emprisonnement de 5 à moins de 10 ans tout procureur général ou de la République, tout substitut, tout juge, tout officier de police judiciaire qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance au mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de l'Assemblée nationale, sans les formalités ou les autorisations prescrites par la loi, ou qui, s'agissant de ces derniers, n'auront pas suspendu la détention ou la poursuite à la requête de l'Assemblée nationale, ou qui, en dehors des cas de flagrant délit, auront, sans les mêmes formalités d'autorisation, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres de l'Assemblée. Donc vous voyez la rigueur de la loi. Dans cette loi, on voit très bien qu'il y a une distinction entre ce qu'on appelle la détention et la poursuite. Parce que pour vous arrêter, pour vous mettre sous mandat de dépôt, il faut d'abord que vous soyez poursuivi. Il faudrait que votre immunité soit levée conformément au texte qui régisse l'Assemblée nationale, son règlement intérieur et son statut de député. Alors, quel est l'objectif? Tout le monde sait que dans ce pays, depuis un certain temps, les autorités politiques, au premier rang desquelles la République, ont tenté de diverses manières de débarquer Hayat Bahama Amadou de son poste de président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi maintenant? Ce qu'on veut, c'est qu'en violation des lois qu'on vient de vous indiquer, les articles 9 à 12 du statut de député, les articles 52 et 53 du règlement intérieur, l'article 111 du Code pénal, on veut arriver à la situation qu'on arrive à une vacance de la présidence de l'Assemblée nationale. Ce qui est parfaitement illégal, parce qu'il y a une procédure pour destituer le président de l'Assemblée nationale. On ne peut pas se permettre des raccourcis juridiques pour arriver à cette fin en violation de l'article 111 qui dit qu'il y a des formalités et des autorisations. Et même quand c'est le cas du bureau, où c'est les formalités qui sont exigées, le bureau de l'Assemblée nationale comprend des députés de la majorité et des députés de l'opposition. Tant que ces députés ne se retrouvent pas ensemble au sein du bureau, qu'ils soient tout à fait complets dans leur nombre, que c'est le bureau dans sa totalité qui autorise la levée éventuellement de l'immunité pour la poursuite. Et lorsque la poursuite, pour l'instant, vous avez vu, on a fait cette question de la poursuite pour aller directement à la station. Parce qu'on veut aller vite. Parce qu'on veut mettre hors d'état de nuire le président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité d'État, qu'est Hama Amadou. Et ça, aujourd'hui, tout le monde le sait, que c'est une vérité pratiquement, c'est un secret polichinelle. Alors nous disons qu'on ne peut pas continuer à violer la loi de façon impunie. Nous savons, depuis un certain temps, que même lorsque vous avez une décision de justice, l'exécuté vous pose déjà problème. On a vu des partis politiques qui, pour une simple réunion, ont été gazés alors qu'ils avaient des décisions de justice en main. On a vu des réunions de dissidents alors qu'un jugement à Zender leur a interdit de faire la manifestation. Ils ont été encadrés par la police pour pouvoir tenir leur réunion. Je pense que cette dérive peut nous amener à des périls les plus graves. Lorsque dans un pays, il n'y a plus place à la loi, lorsque dans un pays, les décisions de justice n'ont aucune valeur, qu'on peut les piétiner allègrement, nous ne sommes plus dans un état de droit, nous ne sommes plus en sécurité, et j'estime que nous sommes dans tous les périls. Et c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, toute personne qui s'amuserait à arrêter le président Hama Amadou,
en violation des dispositions de l'article 111, sans qu'il ait des poursuites autorisées, alors qu'il n'y a pas flagrant délit, alors qu'il n'y a pas poursuite, alors qu'il n'y a pas de condamnation définitive, nous estimons qu'ils ont violé l'article 111 du Code pénal et par conséquent, nous estimons qu'ils peuvent être poursuivis par les autorités compétentes qui ne peuvent pas permettre ces dérives, justement à ce qui concerne cette autorité. Alors, on nous dit, voilà, non seulement il n'a pas été inculpé, mais nous, la dernière fois, qu'est-ce que nous avons dit? Lorsque on s'est mis à s'acharner, sans pudeur, sans les moindres mesures que commande la moralité publique nigérienne, on a commencé à indexer des personnes, et même à indexer des coupables, comme sous Vichy, où vous avez des gens qui faisaient la délation, qui dénonçaient leur prochain, pour qu'ils soient arrêtés et exécutés, pour qu'ils soient l'objet de lynchage. Nous estimons que ceux qui le font, ils ne seront pas ce pays. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire peut nous arriver. Ni la presse, ni l'opinion ne peut pas s'amuser avec le sort et le destin de ce pays. Notre bouclier, vous et moi, et tous les Nigériens, c'est la loi. Notre bouclier premier, c'est la justice. Quelle que soit par là ses imperfections, nous avons besoin de ce bouclier. Lorsque nous arrivons à une situation où on peut tout se permettre en dehors de la justice et de la loi, je pense que, comme dit quelqu'un, on est dans l'état de nature, on est dans l'état sauvage. On n'est plus dans un état civilisé, on n'est plus dans une république. Et on n'est plus en démocratie. Et vous savez très bien que si un président de l'Assemblée nationale est destitué en violation de toutes les règles qui sont prévues dans la Constitution et le règlement intérieur, qui a une valeur constitutionnelle parce que ça vaut loi organique puisque c'est soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire c'est supérieur à n'importe quelle loi qui indique les conditions dans lesquelles on peut destituer. Cette même constitution qui dit dans quelles conditions on peut arrêter, qui édicte les cas, lorsqu'il y a des poursuites autorisées, on peut arrêter. Mais vous ne pouvez pas arrêter pour quelqu'un qui n'est pas inculpé, pour quelqu'un qui n'a aucun témoignage contre lui, contre sa personne. Aucune personne n'accable ou n'a jamais cité dans ce dossier, je l'affirme, le président Mamadou. Maintenant, lorsqu'on parle de son épouse, nous avons dit que nous sommes prêts à obéir à toutes les vérifications concernant la filiation. Il y a une loi qui existe au Niger, qui est dans le code civil nigérien, qui est là derrière moi. L'article 327 du code civil, qui dit que dans le cadre de la question qui nous concerne, de la supposition d'enfant, il faut d'abord qu'on prouve que la maternité, puisque c'est une délit qui concerne les femmes, il n'y a que les femmes qu'on peut accuser de supposition d'enfants. Pour l'instant, les hommes ne sont pas encore habilités à coucher. Nous, on leur dit, écoutez, allons devant le juge civil, monsieur le procureur de la République, allez-y devant le juge civil, réglez la question. Ces enfants-là sont les enfants de qui? Ces enfants appartiennent à qui? La preuve aujourd'hui, tous ces enfants sont au domicile des parents qui ont été arrêtés. Il y a des cas où on a pris et les pères et les mères et les enfants laissés à l'abandon contre le respect de toutes les conventions internationales relatives à la famille et à l'enfant. Personne n'en parle. Dans un pays musulman, où nous sommes guidés par la pitié, par l'humilité, par la bonté, par une certaine bienfaisance du cœur et de l'esprit. Nous sommes d'accord. Vérifiez devant le juge civil parce que c'est lui qui est le juge de la filiation. C'est lui qui est le juge de l'état civil. C'est la loi qui est le Nigérien qui le dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit parce que c'est une loi qui date au moins de 100 ans. Puisque c'est une loi qui date de la période coloniale et qui a connu une interprétation comme de tous. Finissons de régler cette question-là. Et si on peut nous soumettre à n'importe quel test pour établir la maternité ou la paternité des enfants, on est tout. Mais pas devant le juge pénal parce qu'il n'a pas ce pouvoir. Pourquoi moi, je veux me plier à un juge qui n'a pas le droit de faire, qui pose un acte qui n'obéit pas à l'article 327, pourquoi moi je veux le dire, on va me faire toute opération alors que ce n'est pas son rôle de le faire? C'est la loi qui dit qu'il faut aller devant le juge civil. Le juge civil, qu'est-ce qu'il a de moins ou de plus que le juge pénal?
Pourquoi les gens ont plus confiance au juge pénal qu'au juge civil, alors que ce sont les mêmes juges qui rendent la justice au niveau du tribunal? Deuxièmement, nous avons dit, écoutez, monsieur le juge, vous avez dit, ou ceux qui ont enclenché cette affaire-là, ont dit que les enfants sont des enfants du Nigeria, de parents nigérians. Nous disons, admettons, que c'est les enfants du Nigeria. Mais dans le code nigérien, il y a les articles 242, 243, pardon, 642 à 644 pour les crimes et délits commis à l'étranger par des Nigériens. Parce que si vous dites que ses parents sont des Nigériens, les enfants ne le sont pas, la loi dit de façon ferme, c'est le code de procédure pénale qui le dit, que dans de pareils cas, il faut que les parents des enfants portent plainte pour réclamer les enfants. Pour que le juge pénal, le juge d'instruction soit compétent. Si les parents ne sont pas identifiés, en vertu de nos propres textes et des conventions internationales, c'est l'État victime, en ce qui concerne le Nigeria, qui doit porter plainte. À l'heure où je vous parle, il n'y a eu aucune personne qui a dit cet enfant-là m'appartient. En dehors de leurs propres parents. Le Nigeria, pour lequel une commission de gâteau a été envoyée, n'a pas répondu. À l'heure où je vous parle, aucun réseau, je dis bien, de ce trafic-là n'a été démantelé, personne n'a été arrêté au Nigeria. À l'heure où je vous parle. Et il y a des mères de famille pour lesquelles on vient de construire une prison spéciale, comme si elles vont rester là-bas à vie. C'est pas normal. Moi, je revendique l'application de ces lois que je n'ai pas créées, que je n'ai pas signées. Mais le juge, il est le serviteur de la loi. Et seulement de la loi. Le juge doit appliquer la loi. Et dans le cas qui nous concerne, en matière pénale, tu ne peux pas interpréter comme bon te semble la loi. C'est ce que nous disons, que la loi pénale est d'interprétation stricte. La loi a dit qu'il faut une plainte de victime. La loi a dit qu'il faut éventuellement que l'État concerné porte plainte. Est-ce que ça, on a besoin d'être docteur en droit pour pouvoir interpréter cette loi? Eh bien voilà la situation dans laquelle nous sommes. Maintenant, le président Hamamadou, président de l'Assemblée, on a mis une procédure pour le destituer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a essayé tout. Maintenant, on fait feu de tout bois. Je dis que les Nigériens ne peuvent pas accepter. Parce que si ça, là, ça passe, tout va passer. Vous avez déjà entendu, vous, les journalistes, les gens dire que il faut distinguer entre ce que disent les journalistes et ce que disent les invités. Comment il s'appelle, ce monsieur de CSC ou de ONC, comment s'appelle votre organisme-là, qui a interprété la loi. C'est un exemple. Ce n'est pas son travail. La loi pénale, c'est pas... Lui, il a une fonction professionnelle de régulation. Il n'est pas procureur. Il n'est pas juge d'instruction. Moi-même, je n'interprète pas les lois. Alors, si on arrive à ça, vous savez, dans certains pays, c'est comme ça, c'est de petites violations qu'on arrive aux grosses violations. Lorsque des décisions de justice sont rendues, qu'elles ne sont pas respectées, personne ne dit rien. Lorsqu'on arrête des gens alors qu'on dit qu'il faut des poursuites autorisées, les personnes ne disent rien. Eh bien, ceux qui ne disent rien là, un jour c'est eux qu'on va arrêter.